Donc, le thème en fait, de cette conférence portera sur les disparitions forcées. Donc, les gens de la CAT, peut-être même les autres personnes, connaissent un peu ce terme, cette définition, je vais quand même le rappeler. Qu'est-ce qu'une disparition forcée? D'après l'article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, définit la disparition forcée comme l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi. Des individus généralement civils et armés emmènent un opposant ou un défenseur, une opposante ou une défenseuse des droits de l'homme ou politique, et sans explication vers donc un endroit inconnu. Lorsque ses proches cherchent à savoir où il ou elle se trouve, soit les autorités ignorent leur sollicitation, soit elles ouvrent une enquête dont ils savent qu'elle n'aboutira pas, ou qui se conclut par le blanchiment des suspects. D'après les témoignages, les victimes de ces disparitions sont le plus souvent torturées. Un phénomène mondial, bien qu'il soit très difficile d'estimer précisément l'ampleur du phénomène, cette pratique caractéristique des dictatures latino-américaines des années 70 et 80 est aujourd'hui largement répandue dans le monde. Depuis sa création en 1980, le groupe de travail des Nations Unies sur la disparition forcée ou involontaire a été saisi et plus de 50 000 cas concernant 80 États. La souffrance des familles. Les familles de victimes restent parfois des années dans l'incertitude sur le sort de leurs proches, rendant leur deuil impossible. Les démarches qu'elles entreprennent auprès des autorités pour faire la lumière sur la disparition les exposent à des représailles de la part de ces mêmes autorités ou des groupes armés qui ont commandité ce crime. Les familles deviennent ainsi des victimes à leur tour. La coalition internationale contre les disparitions forcées, cette coalition contre les disparitions forcées, dont la FIACAT, qui est la Fédération internationale de la CAT, on fait partie bien sûr de la CAT France, est membre du comité de pilotage depuis sa création en juin 2007. C'est donc un réseau mondial d'organisations de familles de disparus et d'ONG travaillant de façon non violente contre la pratique des disparitions forcées au niveau local, national et international. Ce document, en fait, que je viens de lire, est disponible sur le site, justement, de la Fédération internationale de la CAT. Maintenant, donc, du coup, je vais présenter la personne qui sera particulièrement au centre, mais en même temps, on aura en mémoire toutes les personnes ainsi disparues. Cette soirée, voilà, cette conférence, en fait, se tournera donc autour du père, en fait, d'Ibrahim, ici présent, Elie Oumar Mahamat Saleh, qui est né donc en 1949 au nord-est du Tchad, dans la ville de Biltine. Il poursuit ses études supérieures à l'université d'Orléans, c'est presque un local, et obtient son doctorat en mathématiques en 1978. À la même époque, il était secrétaire général de la Fédération des étudiants africains en France et militait pour les mouvements de jeunesse socialistes. Il a ensuite enseigné dans plusieurs universités, notamment à Orléans, à l'université Constantine en Algérie, à l'université de Niamey au Niger, où il était même chef de département mathématique dans les années 80. Mathématicien et homme politique, il fut également recteur de l'université de N'Djamena au Tchad, directeur du CNRS et plusieurs fois ministre, avant de fonder son parti politique d'opposition, le Parti pour la liberté et le développement, PLD, qui devient plus tard membre de l'Internationale socialiste, jusqu'à sa disparition le 3 février 2008, il y a 6 ans. Il coordonnait donc à ce moment-là une ONG d'appui, de santé et d'environnement, et était par ailleurs le porte-parole de l'opposition civile démocratique dans son pays. Je vais rapidement peut-être situer le contexte politique de l'enlèvement. Elie Oumar Mahamat Saleh donc a été arrêté le 3 février 2008 à son domicile de N'Djamena, la capitale. Parmi les membres des services de sécurité tchadiens
après que l'attaque menée par une coalition de groupes armés d'opposition pour Al-Jabena ait échoué. On s'en souvient tous, on a tous en mémoire les images. Le gouvernement a regagné le contrôle de la ville, des assaillants se sont repliés de l'autre côté de la frontière soudanaise au Darfour. Si je me souviens bien, il me semble que la France avait envoyé des mirages à l'appui de la France à ce moment-là. Deux autres dirigeants bien connus de l'opposition, Lol Mahamat Choua et Ngarneji Yorongar ont été appréhendés le même jour et dans des circonstances analogues. Lol Mahamat Choua a été libéré par les autorités tchadiennes le 28 février 2008, tandis que Yorongar Ngarneji a refait surface au Cameroun le 21 février 2008. D'autres graves atteintes aux droits humains, notamment des exécutions extrajudiciaires, des viols, des tortures, des arrestations arbitraires et des détentions illégales ont été commis tant par les forces de sécurité tchadiennes que par les groupes armés d'opposition. Donc, Inni était marié à une sage femme, Sania, avec laquelle ils ont eu 4 enfants, dont l'aîné est français, il s'appelle Hicham. Celui-ci a parachevé ses études de droit à Orléans. Aussi, il travaille présentement au Luxembourg dans un cabinet d'audit et d'expertise, excusez-moi mon anglais, PricewaterhouseCoopers. Ensuite vient Mohamed, qui finit ses études de mathématiques à Orléans et est actuellement enseignant à Paris. Il prépare une thèse en parallèle. Le troisième, c'est Brahim, ici présent, qui obtient son Master 2 en économie à l'Université d'Orléans et travaille dans un cabinet de consulting en ingénierie économique entre le Niger et le Burkina Faso. Il milite aussi au sein de l'Union internationale de la jeunesse socialiste. Et enfin, le dernier, c'est Samir, étudiant en deuxième année d'économie à l'Université d'Orléans. À savoir, l'Université d'Orléans a opposé une grande plaque en mémoire du professeur Enni dans le hall du département de mathématiques. La communauté savante et mathématique a créé un prix en sa mémoire qui profite chaque année à un étudiant issu d'Afrique subsaharienne de faire un séjour scientifique en France. Donc, bienvenue à vous trois, particulièrement donc Brahim, qui est donc marié et père de 2 enfants, dont le premier est un garçon qui porte le prénom de son grand-père, le professeur Inni. Et ensuite, la seconde, c'est une fille qui est née le 15 juin dernier. Elle a à peine donc 10 jours et s'appelle Bilchi, qui veut dire la bonté en abondance, en langue toubou du Tchad. Vraiment, merci beaucoup d'être venu ce soir parmi nous. Félicitations pour cette fille. Et vraiment encore, voilà, de fait, encore un plus grand merci d'être avec nous ce soir. Chers invités, c'est avec modestie que nous nous proposons d'échanger avec vous aujourd'hui sur un thème aussi bien important que les disparitions forcées et l'impunité. Notre thème est du reste un fait qui a fait l'objet de multiples combats, non seulement dans le continent, que dans le reste du monde. Il a inspiré aussi plusieurs publications scientifiques et littéraires. Nous tâcherons de vous en dire ce que nous savons et ce que nous pensons sur le cas du Tchad. Mais avant qu'il nous soit permis de remercier tous ces militants des droits de l'homme, de la démocratie et du développement qui sont ici présents ou qui ont souhaité l'être dans le but de nourrir le débat, nous remercions singulièrement l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, dont le temple de l'église protestante unie de Montargis accueille la présente activité. Au passage, nous saluons l'option idéologique de la CAT et l'engagement dont elle fait montre au sujet des droits de l'opprimé et des injustices sous toutes les formes, y compris les secteurs sociaux de base. Pour revenir au thème de notre communication, nous y avons pensé pour 2 raisons. Premièrement, l'Afrique en général et le Tchad en particulier constituent le théâtre d'assassinats politiques, de disparitions forcées ayant pour but ultime l'étouffement de la démocratie et partant la liquidation systématique de toute opposition. Deuxièmement, le processus démocratique en cours, particulièrement en ce début du XXIe siècle, est porteur d'espoir et de progrès pour l'émancipation des peuples, notamment la préservation des libertés publiques d'une part, et de l'autre la garantie de l'alternance politique et la satisfaction du souci du développement intégré. En effet, depuis l'accession des pays africains à la souveraineté, les peuples du continent ont expérimenté des crimes politiques et des disparitions forcées les plus odieux. Si d'autres intervenaient juste au lendemain des indépendances, il en existe qui sont d'autant plus scandaleux et inadmissibles qu'ils interviennent dans un contexte de démocratisation, donc de droit et de liberté.
de Patrice Emery Lubumba à Marion Gwabi, en passant par Isidore Noël Thomas Sankara, Samora Machel, Eduardo Montand et Tessera, la particularité du cas du professeur Ibn Omar Mamassale est que même sa dépouille n'est pas retrouvée, ni son deuil célébré. Nous réfléchirons ensemble avec vous aujourd'hui à ce sujet. Chers invités, ce n'est pas sans émotion que nous venons aujourd'hui témoigner devant vous. À la nuit des veilleurs de la carte, sur le thème des disparitions forcées et de l'impunité. Ce n'est pas sans fierté que nous nous voyons conférer le rôle de défendre la mémoire de notre père, le professeur Ibni, et de tous ceux qui, de par le monde, ont été victimes de la barbarie des hommes, torturés, martyrisés, assassinés dans des caves hideuses. De Klaus Barbie, le boucher de Lyon, à Dutch, le responsable du Santebal, la police politique du régime des Khmers rouges, en passant par l'empereur Bokassa Ier de Centrafrique, qui torturait lui-même ceux qui avaient l'outrecuidance de déplaire à son auguste majesté, ils ont été nombreux ces tortionnaires qui ont rabaissé la dignité humaine à celle de l'animal. Sans compassion, sans amour, sans pitié, il y aurait de quoi perdre espoir en ce bas monde. Mais aujourd'hui, en cette assemblée, nous voyons des hommes et des femmes qui ont l'intime conviction que cette sauvagerie doit finir et que dans chaque pays du monde, la justice doit faire son travail et que la torture, les disparitions forcées et les exécutions sommaires devraient y être abhorrées définitivement. Cet engagement de votre part nous redonne foi en l'existence et nous permet de continuer à nous battre avec courage pour que la vérité éclate sur la disparition de notre père et que jamais, plus jamais, un être humain ne puisse être privé de son intégrité physique, voire même de sa vie pour ses appartenances politiques, ethniques ou religieuses. Alors, mesdames et messieurs, du fond du cœur, merci pour votre engagement. Merci pour votre soutien sans faille et merci de nous donner cette tribune afin d'être, comme le dirait Aimé Césaire, les bouches des malheurs de ceux qui n'ont pas de bouche et notre voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Chers invités, à l'aune du XXIe siècle, force est de constater que la cohabitation des religions ne se passe pas dans la plus parfaite des harmonies. D'aucuns tendent à opposer les valeurs de l'islam au christianisme, à celles du christianisme ou à celles du judaïsme. Nous nous présentons aujourd'hui à cette tribune pour vous dire tout de go qu'ils ont tort. Car si nous ne sommes pas tous de la même confession, nous n'en partageons pas moins les mêmes valeurs de tolérance, de respect mutuel, de dignité et d'altruisme. Chers invités, en cet instant que chacun devient si important pour l'avenir du monde, pour l'avenir de chacun d'entre nous, nous ne pouvons nous empêcher d'éprouver une émotion sincère et profonde. Cette émotion, nous aurions pu essayer de la qualifier. Cette émotion, nous aurions pu essayer de la définir en un mot. Nous aurions pu vous dire que nous avons honte, mais cette honte n'aurait pas traduit avec assez de force ce que nous ressentons en cet instant. Il y a des indignations si puissantes, des courroux si indescriptibles qu'il n'existe pas de mots assez forts pour les nommer. Il y a des colères si intenses qu'il ne servirait à rien de chercher à les rendre pleinement par la simple force du verbe. L'émotion, la révolte, la honte que nous ressentons en cet instant sont celles-là, titanesques et dévastatrices. Chers invités, il y a 24 ans, l'âme de Tchadien saignait. Il y a 24 ans, des hommes croyaient pouvoir en servir d'autres, à grands coups de pétrodollars, d'exécutions sommaires et de supplices abjects. Il y a 24 ans, un dictateur sanguinaire, porté illégitimement au pouvoir, et ce Soudan ôtait peu à peu au Tchad tout ce qu'il a pu reconquérir en plus de 30 ans d'existence. Il y a 24 ans, un pan entier de notre peuple, la grande majorité, était bafouée dans ses droits les plus fondamentaux, privée de sa dignité, mise au bord de l'humanité. Mais il y a 24 ans, des hommes se sont levés. Parmi ces hommes, il y avait le professeur Ibn Omar Mamassale. Il s'est levé pour dire non. Non à l'arbitraire, non à l'injustice, non à la tyrannie, non à la dictature. Il s'est levé parce qu'il croyait en un Tchad meilleur, débarrassé de la gangrène de la haine et de la division. Il a alors fondé son parti d'opposition, le Parti pour la liberté et le développement, pour promouvoir ses idéaux et porter au nu son idéal. Sa droiture, son courage et son opposition au dictateur tchadien Idriss Déby lui ont coûté la vie. Le 3 février 2008, lors d'une incursion rebelle dans la capitale, pendant que l'armée clanique du dictateur Déby et les forces françaises combattaient les rebelles à N'Djamena, la porte de notre domicile a été enfoncée par des membres de la garde présidentielle. Le crépuscule s'éteint d'un rouge sang, pendant que notre père fut brutalisé, rudoyé, roué de coups, devant sa femme, notre mère, le dernier de nos frères et du reste de notre famille.
Plus personne jamais ne le revit. Il a été amené de force. À l'heure qu'il est, le professeur Ibni a certainement rejoint le cortège d'hommes des martyrs, ceux qui, à travers des années, périrent torturés dans les caves hideuses des prisons de Djamena, ceux qui, par la folie sanguinaire de quelques hommes, ont sombré bien malgré eux dans le royaume de ténèbres, ceux anonymes ou non, tels que Maître Joseph Béli, Bichara Béli, Bailao Niambe, Mamad Geti ou encore Bissau Mamadou, qui subirent tous le même sort que le professeur Ibni et à qui il convient de rendre hommage avec référence. Chers invités, le professeur Ibn Omar a sacrifié sa vie pour des idéaux universels, aussi nobles que la démocratie et la justice au Tchad, en Afrique et dans le reste du monde. Tout au long de sa carrière, cette illustre figure de la vie politique tchadienne a fait montre d'une exemplarité et d'une grande rectitude morale, dans un pays devenu au fil des années un repère où foisonnent toutes sortes de comportements anti-patriotiques et rétrogrades. Il était l'une des rares voix autour desquelles se sont rassemblés ceux qui désirent sortir le Tchad de la spirale de la violence et des coups de force qui emportent toute aspiration démocratique et de réelle liberté. Le professeur Ibni est devenu un des emblèmes de l'opposition non armée et démocratique dans ce pays asphyxié par l'inhumanité et les conflits de ces dernières décennies. Son dernier combat, nous nous souvenons, il était le porte-parole de l'opposition civile démocratique au Tchad. Le président Déby et ses sbires, pour conserver le pouvoir, n'ont pas hésité à ôter la vie à tous ceux qui contestaient le caractère absolu de leur pouvoir. Outre le professeur Ibni, il y a eu bien d'autres milliers d'héroïques anonymes, morts sous la torture, martyrisés, exécutés sommairement par un régime aussi sanguinaire. Aujourd'hui, nous devons avoir une pensée pour toutes ces figures emblématiques de la vie politique et de la société civile tchadienne tombées sous les balles et les brutalités du régime sanguinaire. Le régime tchadien a rendu le professeur Ibn Omar plus grand en l'assassinant et plus vivant. Les idées nobles que défendait le professeur Ibni sont en train de devenir une inspiration, une source d'inspiration, un exemple pour les jeunes générations africaines. Ces principes et sa rigueur sont en train d'inciter la classe politique montant à plus d'engagement et de ferveur en faveur de tous ceux qui ont donné leur vie pour une plus haute idée d'humanité, de justice sociale portée par le peuple africain. En l'enlevant, en le torturant, en l'assassinant, en évaporant son corps au mépris de tous les principes, même ceux de la religion et de la morale humaine, le régime tchadien et ses affiliés ont cru avoir fait disparaître la vision et le souvenir du professeur Ibni en même temps que sa chair. Ils ont cru avoir fait évanouir son rêve pour le Tchad, l'Afrique et avec lui le cortège de tous ceux qui ont rêvé avant lui. Ces illustres anonymes dont le nom s'efface devant le courage. Chers invités, au surcroît, ils ont cru mettre à bas toutes les valeurs pour lesquelles le professeur Ibni et ses prédécesseurs ont lutté corps et âme, laissant le bas peuple croupir dans la misère la plus crasse, 184e sur 187, au classement de l'indice de développement humain, sans eau courante, sans électricité, même dans la capitale. Ils ont tenté d'inculquer aux Tchadiens que la littérature consistait dans le règne sans partage, d'un parti unique composé de griots avides d'argent et de pouvoir, dans la surveillance étroite de la population par une police politique, qui n'a rien à envier à la Stasi et autres Gestapo, étouffant toute vérité libertaire par tous les moyens possibles, chantage, passage à tabac, meurtre, déportation dans les camps de concentration, notamment celui de Korotoro, dissolution dans des étangs d'acide. Ils se sont enfin échinés à apprendre aux Tchadiens que la dignité était devenue un mot vide de son sens et que désormais, grâce à une origine ethnique, à des ressources financières ou à une allégeance au régime, l'on pouvait acheter comme le reste, quoi que l'on soit l'auteur de crimes répréhensibles dans sa vie. Chers invités, du code pénal tchadien, nous puisons des informations suivantes sur l'assassinat à toute fin utile. Par exemple, l'article 2 dispose que nous citons: toute tentative de crime qui aurait été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même. La tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d'une circonstance de fait ignorée de l'auteur. Fin de citation. L'article 237 précise que nous citons: l'homicide commis volontairement est un meurtre. Fin de citation. L'article 238 ajoute, nous citons: le meurtre commis avec préméditation ou quête apparente est un assassinat. Fin de citation. L'article 242, alinéa 1er, dispose que nous citons: tout coupable de meurtre sera puni à l'emprisonnement à vie. Fin de citation.
Une commission d'enquête a été mise en place et elle a établi que la disparition du professeur Ibni incombe au gouvernement tchadien. Les conclusions de la commission d'enquête dans son rapport remis le 31 juillet 2008 sont très claires sur 2 points. Tout d'abord, la responsabilité de la présidence tchadienne dans la disparition du professeur Ibni est avérée. L'ordre de l'enlèvement ayant été décidé au plus haut niveau et la capitale à l'heure de la disparition du professeur Ibni était sous le contrôle de la garde présidentielle. Page 155 du rapport. Dans le même temps, l'armée tchadienne s'est livrée à de graves exactions à l'encontre de sa propre population. Le rapport évoque clairement la responsabilité de la garde présidentielle pour avoir commis de violations graves, attentatoires à la dignité humaine et participé à l'enlèvement de personnalités politiques et civiles. Page 152 du rapport. Les dossiers laissés par la commission d'enquête au procureur ont été égarés. Le comité tchadien de suivi de l'enquête ne s'est réuni qu'une seule fois. Les sommes importantes allouées aux différents pôles judiciaires chargés de l'enquête ont disparu sans qu'aucune comptabilité n'ait été établie. Enfin, contre toute attente, la justice tchadienne a délivré un non-lieu. Donc, du 3 février 2008 à aujourd'hui, voici 6 ans écoulés que nous avions déposé plusieurs plaintes, des recours, des abrogations de la loi. Malheureusement, nous avions buté à un silence de cimetière. Les différents tribunaux nationaux partout refusent d'exécuter, refusent d'accepter ou se déclarent incompétents par rapport à tout jugement pour cette affaire. Et le président Déby et ses peers vaquent normalement à leurs occupations. Les lois des hommes sont une chose, mais la loi divine en est une autre. Malheureusement, force est de constater que depuis les bras armés de la dictature sévissent, mais pour nous autres humains ici-bas, il y a une justice. Ainsi, les témoignages sur la réalité des événements et ces informations puisées du code pénal concordent à prouver que le professeur Ibni est mort suite à un assassinat politique délibéré. Bien que ce lâche assassinat dans la soirée du 3 février 2008 ait ébranlé la communauté nationale et internationale, personne des auteurs, des co-auteurs et complices n'est à ce jour inquiété tant au Tchad qu'à l'extérieur. À la limite, ils sont en train de narguer le peuple, le monde entier. Chers invités, de ce fait, nous avions mené d'autres actions auprès de la justice. Nous avons effectué plusieurs démarches sur cette affaire afin de ne pas céder à la résignation. C'est pour cette raison que nous avions envisagé d'ouvrir une nouvelle phase judiciaire. Nous avions porté plainte devant le tribunal pénal de grande instance de Paris pour enlèvement, séquestration, torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants. Une première décision confirmée en juillet 2013 par la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris autorise une enquête sur cette disparition. Aussi un rapport commandé par l'Union européenne qui dénonce la corruption et les conditions de l'enquête. Obstruction sur la mort du professeur Ibni estime possible le lancement d'une procédure internationale. Chers invités, nous avons dorénavant jugé utile d'ouvrir devant la Cour pénale internationale une procédure. Afin de faire apparaître la vérité devant la mauvaise volonté des autorités tchadiennes, nous avons décidé d'amorcer une série d'initiatives. Le procureur de la République a été saisi du dossier et doit maintenant examiner la possibilité de demander à la Cour pénale internationale d'enquêter pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, selon les articles 5, 7 et 8 du statut de Rome. Nous avions aussi saisi le comité contre la torture, défini par la Convention contre la torture de New York de 1984, ratifiée par le Tchad. Une plainte a aussi été déposée auprès du Conseil des droits de l'homme, organe intergouvernemental du système des Nations Unies, au nom des crimes de guerre commis par le gouvernement tchadien lors des événements de février 2008. Chers invités, un prix a été créé en la mémoire du professeur Ibni. Le prix a été créé pour que sa mémoire reste vivante et poursuivre ses engagements en faveur des mathématiques en Afrique. Il est attribué tous les ans à un jeune mathématicien ou une jeune mathématicienne d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale par un comité scientifique mis en place par le Centre international de mathématiques pures et appliquées. Il finance un séjour scientifique. Le prix est financé par une souscription lancée par les sociétés savantes françaises de mathématiques. Il s'agit de la Société française de mathématiques, la Société française de statistiques, ainsi que la Société de mathématiques appliquées et industrielles. L'organisation du prix est actuellement dans une phase de transition sous la responsabilité conjointe de Marie-Françoise Roy et Jean Renard. Le prix a reçu le soutien de l'International Mathematical Union, de l'Union mathématique africaine et de London Mathematical Society. Aussi, il y a une pétition en ligne qui a été signée par plus de 4000 personnes pour connaître la vérité sur la disparition du professeur Ibni. Le prix a été établi en 2009. Le premier prix a été décerné à Solim Mawaki Manou Ali pour lui permettre d'effectuer un séjour scientifique à l'Institut de mathématiques de Toulouse dans le cadre de son doctorat.
Il prépare une thèse en co-tutelle entre l'université Cheikh Anta Diop au Sénégal et l'université Paul Sabatier de Toulouse. Il est togolais. Après des études secondaires à Lomé, il a obtenu une maîtrise et son 2A avec mention très bien à Dakar. Le sujet de sa thèse est diffusion anormale, théorème limite et processus TAL. Le prochain prix a été décerné à Amadou Tal pour lui permettre d'effectuer un séjour scientifique à l'université de Strasbourg dans le cadre de son doctorat en cryptologie. Au département de mathématiques de la faculté des sciences et techniques, le lauréat du prix IPNI, Amadou Tal, a soutenu une thèse sanctionnée avec la mention très honorable, avec félicitations du jury. Il a présenté une thèse de doctorat sur les chaînes d'addition-soustraction et leur utilisation en cryptologie sur les courbes elliptiques. Le prochain prix a été décerné à Oumarou Abdou Arbi du Niger pour lui permettre d'effectuer un séjour scientifique à l'INRIA de Rennes dans le cadre de son doctorat en bioinformatique. Son projet scientifique s'intitule « Utilisation des réseaux métaboliques en nutrition ». Le prochain prix a été décerné à Eladji Den, sénégalais aussi, qui a effectué un séjour scientifique à Grenoble dans le cadre de son doctorat d'État en statistique. Le sujet de sa thèse, c'est « Estimation paramétrique pour un processus de poisson d'intensité ». Enfin, le lauréat du prix IPNI 2014 a été annoncé, c'est un Béninois. Il s'agit de Kofi Wilfried Widenanon. Le prix lui permettra d'accomplir sa thèse à l'université de Valenciennes. Son thème porte sur les estimations d'erreurs a posteriori pour les problèmes de transmission avec discrétisation isotrope ou anisotrope. Chers invités, aujourd'hui nous préférons mourir en homme libre que vivre en rampant dans la fange de l'humiliation et de la honte, car nous ne pouvons plus tolérer le gouvernement du président Déby mentir avec effronterie sur le sort réservé à tous les fils du Tchad. Car nous ne pouvons plus supporter de voir notre peuple être confiné à une misère hideuse pendant que d'autres vivent dans l'opulence la plus totale en détournant l'argent qui était originellement destiné aux plus démunis. Car nous avions enfin compris que celui qui ne s'engage jamais, celui qui ne se donne jamais, qui se protège, qui garde ses distances, qui refuse de prendre des risques, qui ne croit pas en ses idéaux, celui qui ne hisse pas au sommet de son âme les couleurs de la liberté et de l'espérance, celui-là passe à côté de tout ce que la vie a de plus beau et de plus grand, de tout ce qu'elle a de plus intense, de tout ce dont pourquoi elle mérite d'être vécue. Nous ne sommes pas nés pour subir, nous ne sommes pas nés pour rester passifs face à tant d'injustices. Nous sommes venus au monde pour agir, nous le savons maintenant, et si Dieu le veut, nous allons rendre à notre pays la grandeur à laquelle il peut prétendre. Chers invités, si nous savions distinguer la façon de dire le mensonge de la stricte vérité, si nous savions séparer ceux qui peuvent momentanément avoir prise sur la mentalité des endoctrinés de la stricte vérité, si la stricte vérité ne saurait être éternellement occultée, ni par des manœuvres habiles, ni par des intérêts d'une minorité tribale, ethnique et clanique, alors nous sommes certainement aujourd'hui de ceux qui vont continuer à dénoncer toutes les injustices qui prévalent dans notre pays. Les exécutions sommaires, les atteintes à l'intégrité physique, les arrestations arbitraires, les détentions illégales et disparitions, les attaques dirigées contre des expatriés, les réquisitions forcées des biens des paisibles citoyens, les détournements de deniers publics, les menaces contre les acteurs et les défenseurs des droits de l'homme et de la société civile. Voilà 24 ans de dictature atroce que vit et ne cesse de vivre notre pays. Mesdames et messieurs, les membres de la Fédération internationale de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, c'est avec un grand plaisir que nous avions pris la parole devant cette auguste assemblée. Ce plaisir est d'autant plus grand que votre organisation est par ailleurs reconnue d'utilité publique à l'honorable vocation de lutter en faveur des droits de l'homme, en général, et de l'abolition de la torture en particulier. Ce plaisir est d'autant plus grand qu'en dépit d'initiatives louables mises en œuvre dans le monde, la torture est encore une monnaie courante. Point n'est besoin que l'homme ait la valeur suprême et doit comme tel être protégé dans sa dignité indépendamment des contingences politiques et culturelles. Mesdames et messieurs, nous avons pris la parole aujourd'hui devant vous afin de partager avec vous vos convictions sur les droits de l'homme, mais aussi votre expérience de la torture. Comme on le sait, quantité d'êtres humains sont régulièrement torturés dans le monde pour de multiples raisons, mais toujours insoutenable dans la mesure où la torture est une grave atteinte à la dignité et même à la vie des êtres humains. Des tortures contre des individus sont enregistrées en raison de leur foi religieuse ou encore de leur opinion politique. Depuis la disparition du professeur Ibni, aucune trace n'est perspectible et son cas est resté sans suite.
Actuellement, la famille Ibn Omar que nous sommes, avec le soutien de la communauté scientifique et des forces qui luttent pour les droits de l'homme, sommes en train de lutter. Et M. le professeur Ibn n'a pas donné signe depuis 6 ans. Donc, nous avons conclu qu'il serait probablement mort. En effet, à partir du moment où les auteurs de cet enlèvement odieux et exécrable sont connus, nous détenons des informations qu'il a été sauvagement torturé avant de rendre l'âme. Voilà donc, en ce qui nous concerne, les éléments que nous portons à votre connaissance à toute fin utile. La famille du professeur Ibn fonde l'espoir que la tribune que nous a offert aujourd'hui votre structure sera d'un apport extrêmement utile pour l'évolution du cas Ibn sous un angle des droits de l'homme. Nous saisissons le sens de votre combat, certainement inspiré par le principe chrétien de l'amour de son prochain et de la non-violence, bref, de la paix. Votre combat est d'autant plus légitime et utile au monde qu'une catégorie de torture est pratiquée au nom de certains extrémismes religieux. Il est d'autant que la sécurité des personnes et la paix dans le monde sont mises en péril par plusieurs types de torture. Je puis vous assurer que nous nous sommes engagés auprès de vous, auprès de toutes les forces qui luttent pour le rayonnement des droits de l'homme. En général, en particulier celui qui défendrait la cause du professeur Ibn. En nous recevant parmi vous aujourd'hui, votre structure qui est d'un acabit international vient de poser un acte de haute portée pour la cause que nous défendons, le cas du professeur Ibn. Je profite de cette tribune pour remercier une fois de plus tous ceux qui, de près ou de loin, les démocrates sincères, tous ceux qui sont épris de paix et de justice pour ce combat qu'ils ont mené, pour que la lumière soit faite, pour que le professeur Ibn, justice lui soit rendue, pour que justice soit rendue à tous ceux qui l'ont aimé, tous ceux qui l'ont connu, qui l'ont soutenu, qui l'ont défendu et qui continuent à croire en son idéal. Malgré donc tous les soutiens que nous avons eus, malgré toutes les plaintes, malgré toutes les mesures de dénonciation, malgré toutes les manifestations, que ce soit au plan politique, au plan social, au plan des organisations de défense des droits de l'homme, nous avions buté à un silence de cimetière. Nous tenons ici à dire à l'assistance très humblement que c'est juste pour planter le décor et donner les grands axes. Maintenant, c'est tous ensemble, dans l'autre phase, la seconde phase débat, que les uns et les autres vont échanger et chacun donnera son point de vue. Nous n'avons nullement le monopole de la vérité. Pour dire ce que nous disons là, il est immuable. C'est un débat et chacun a sa façon de voir ou de concevoir et de donner son appréciation par rapport à la marche des événements. Chers invités, je ne puis mettre fin à mon propos sans vous savoir gré de la mobilisation et surtout de la conviction dont vous faites montre en assistant massivement à la présente rencontre. Je demeure convaincu que vous garderez une telle conviction, sinon être plus engagé tant que le monde n'entre pas dans un véritable processus de démocratisation et de développement. Je resterai disposé au cas où vous jugerez nécessaire de vous donner d'autres détails. Enfin, puisqu'il faut conclure en une demi-minute, je dirais ceci, il faut que la pensée créatrice ouverte soit capable de forger une société éclairée et humaine apte à relever tous les défis du 3e millénaire puisse exorciser les démons de la querelle et de la division. L'avenir du monde est à ce prix. Vive les droits de l'homme, vive la liberté, vive un monde libre, uni et prospère. Vive l'humanité, je vous remercie. Un grand merci, Brahim, pour toutes ces explications. La première question, c'est toujours celle qui est la plus dure. Par exemple, il y a dans vos pays. Il n'y a pas très longtemps, je citerai l'affaire d'un professeur à la faculté de théologie qui a été assassiné par des gens qui ont été certainement commandités par ses collègues, tout simplement parce qu'il avait dénoncé la magouille des notes aux examens. Est-ce que c'est un cas isolé ou est-ce que maintenant on se fait de plus en plus justice soi-même dans nos pays? Il n'y a pas de justice. Même dans le dossier du professeur Ibn Omar, l'avocat du professeur Ibn Omar est actuellement ministre de la Justice. Il est devenu l'avocat de M. Déby, du président Déby. Les journalistes, surtout ceux de la presse écrite, la presse noble, se sont demandé s'il était même né avant ou après la ronde. Parce que comment l'avocat de la victime peut redevenir subitement l'avocat du bourreau? Mais comme dans nos pays, le ridicule ne tue pas, actuellement il était le ministre de la Justice et c'est lui qui a délivré
non-lieu. Donc, et à part l'assassinat du professeur Ibn, puisque ça a été médiatisé, ça est devenu la goutte d'eau qui a débordé de la vase. Il y a eu plusieurs assassinats. On avait le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Il a été assassiné. Il a été criblé de balles, assassiné comme ça, dans la rue, comme ça, par le président de la Ligue. Et c'est un message fort, c'est qu'il n'existe plus de droits de l'homme. Quand la personne qui incarne les droits de l'homme est abattue, c'est qu'il n'y a plus de droits de l'homme. Après, le chef de file de l'opposition démocratique, le porte-parole, quand le fait de l'assassiner, c'est d'assassiner même la démocratie. Il n'y avait pas de démocratie, c'est un processus démocratique en cours. Depuis 1960, on n'a jamais élu un président démocratiquement. Il n'y a eu que des insurrections, des coups d'État. Même l'actuel président Déby est arrivé au pouvoir en 1990 par un coup d'État. Il est venu du Soudan, il a eu le soutien de Kadhafi, de la France, et il a même été accompagné, je dirais, par la France militairement, donné un appui logistique, et les services de renseignement, notamment la DGSE, et c'est grâce à ça qu'il a pris le pouvoir en 1990. Aujourd'hui, il est là depuis 24 ans. Il assassine l'opposition politique et musée, la libre expression, une dictature atroce qui sévit au Tchad, avec l'aide bien sûr du gouvernement français. Parce que récemment, il a été. On a une armée, mais cette armée est clanique. Il n'y a pas d'armée nationale chez nous. C'est cette même armée qui réprime, qui viole, qui martyrise notre peuple. Il a envoyé cette armée en Libye pour protéger le régime du four colonel Kadhafi avant sa chute, en tant que mercenaire. Ensuite, il a envoyé ses militaires au Congo, Brazzaville, pour asseoir Denis Sassou Nguesso au pouvoir, celui qui est actuellement au pouvoir, au Congo, République démocratique du Congo, pour protéger le régime de Kabila contre les rebelles de Bayamulenge, au nord Kivu, à Goma, etc. Récemment, en Centrafrique, c'est lui le faiseur de roi. Avant les années 80, il y avait un lieutenant-colonel de l'armée française, du nom de Claude Mention. C'était un agent de la DGSE aussi. C'est lui qui dirigeait la Centrafrique. C'est lui qui mettait en place le président, le gouvernement, etc. Ensuite, avec l'arrivée du président Ange-Félix Patassé, la Centrafrique s'est stabilisée. Ensuite, M. Déby, le président tchadien, a chassé Ange-Félix Patassé, il a mis à sa place Bozizé. Il est devenu le faiseur du roi en Centrafrique. Et en dessous, il pille les ressources de la Centrafrique, à savoir l'or, le diamant, le café, etc. Parce que la Centrafrique recèle d'immenses ressources. L'Afrique en général, d'ailleurs. Ensuite, avec Bozizé, ils ne sont pas entendus, donc il a amené Djotodia au pouvoir en 2013. Il a chassé Bozizé. Donc c'est lui-même qui a créé en fait, le conflit entre la Seleka, les Anti-Balaka, tout ce qui s'est passé derrière. C'est que la Seleka, c'est le président Déby qui a entretenu, qui a même créé cette soi-disant rébellion. Il a vraiment meurtri le peuple centrafricain. Ensuite, l'année dernière, par exemple, il a envoyé des rebelles, des Tchadiens, des militaires tchadiens au Mali, soi-disant pour libérer le Nord Mali, qui était entre les mains des islamistes d'Ansardine et aussi les rebelles du MNLA, les séparatistes du MNLA, qui veulent créer l'État de l'Azawad. En quelque sorte, pour vous dire, en Libye, après le printemps arabe, après Mohamed Bouazizi, le printemps arabe, la chute de Ben Ali, de Hosni Moubarak, en Libye, avant la chute de Kadhafi, il y avait déjà des rebelles Touaregs, entretenus par Kadhafi et la France, pour créer l'État de l'Azawad. Ils étaient cantonnés en Libye. Et nous avons des forces tchadiennes et même la MJE, la rébellion du Darfour, elle était aussi à Koufra en Libye. Elle était financée et entretenue par Kadhafi. Au dernier moment, l'OTAN a demandé à ces rebelles du MNLA de quitter la Libye, de lâcher Kadhafi et d'aller prendre le Mali, créer l'Azawad et tout ce qu'ils veulent. Que ce soit les islamistes d'Ansardine, que ce soit le MNLA, ils ont tous été créés, entretenus par Kadhafi et les services secrets français. Ils les ont envoyés au Mali parce qu'on ne peut pas quitter la Libye avec 500 véhicules. Entre-temps, il y avait des drones, il y avait l'OTAN qui surveillait l'espace aérien et même terrestre. On ne pouvait pas quitter et aller dans une autre frontière, entrer au Mali et prendre d'assaut le Mali et créer un État. C'était avec la bénédiction de la France, entre-temps Sarkozy, président Sarkozy. Ensuite, ils ont fini avec Kadhafi. Maintenant, on dit les islamistes. Le professeur Ibn, pendant la campagne, la récente campagne présidentielle, Déby, c'était un homme de droite. Il adhère aux idéaux de droite, soi-disant,
parce qu'il finance les campagnes, etc., de la politique du peuple français. Il avait même financé la campagne de Nicolas Sarkozy. Donc, en réponse, le président Hollande, qui militait avec notre père depuis les années 70 dans l'international socialiste, avait fait de l'affaire ethnie son cheval de bataille quand il accepte au pouvoir. Donc, à son arrivée au pouvoir, après son investiture, le président Déby devait être reçu à l'Élysée. Ils lui ont notifié clairement, le ministre des Affaires étrangères de la France, Laurent Fabius, a dit il faut éclaircir, il faut que l'affaire ethnie soit résolue, sinon il ne recevrait pas le dictateur tchadien à l'Élysée. Le 8 octobre 2012, sur les ondes même de la RFI, nous avons tous entendu. Nous étions vraiment satisfaits. Nous pensons que cette France-Afrique, ce cordon a été coupé et que vraiment le président Hollande veut lutter aux côtés des forces de défense des droits de l'homme, de la société civile tchadienne, pour que justice soit rendue aux forces ethniques. Et puis, malheureusement, l'histoire de Mali, le président Déby a envoyé cette armée coloniale avec les fonds du trésor, des trésors publics tchadiens. Il les a envoyés au Mali, ils ont combattu les islamistes dans Sardine. D'ailleurs, il n'y a pas de différence entre eux. Il n'y a pas de différence. C'est cette même armée qui viole, qui martyrise. C'est cette même armée qui est venue arrêter cette nuit, qui l'a torturé, qui l'a roué de coups devant sa femme, ses enfants, qui l'a amené, qui l'a torturé et qui l'a fait disparaître. Donc, cette même armée, on l'a envoyé au Mali. Maintenant, il est redevenu fréquentable. Il a redoré son blason et on nous dit qu'il est le sauveur en quelque sorte de l'Afrique. Alors que tous ces conflits, c'est lui qui les entretient, que ce soit en Libye, que ce soit en Centrafrique. Il avait au départ aidé les anti-Balaka. En contrepartie, après, il a aidé la Séléka. Il a aidé partout où il y a des conflits, c'est lui qui est derrière. Même au Sud-Soudan, il soutenait Riyad Machar contre Salva Kiir. Et le conflit de Darfour en 2003, c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui a créé en 2003 même le conflit de Darfour. Je vous remercie. Il n'y a pas de justice. Je voudrais savoir si vous vous sentez en sécurité en France. S'agissant de la sécurité, du moment où on est protégé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, je pense qu'il y a, en France surtout, c'est un pays des droits de l'homme, et que chacun est libre de son opinion, d'opiner déjà. Au Tchad, par exemple, en Afrique, en Centrafrique, au Tchad, on ne peut pas s'exprimer de cette manière-là, on ne peut pas dénoncer. Donc ici, je pense que la sécurité, elle est totale. Bien que, par exemple, dans les années 70, il y avait eu un opposant tchadien qui a été assassiné à la Bastille, à côté de la Bastille, rue de la Roquette. C'est un médecin du nom de Houtel Bono. Il a été assassiné entre-temps par les services secrets. Donc jusqu'à aujourd'hui, ce meurtre n'a pas été élucidé. On voit par exemple l'opposant marocain Ben Barka qui a disparu à la gare du Nord. Donc c'est un peu... Voilà, ça peut arriver, ça peut être marqué, mais d'une manière générale, la sécurité est grandissante. Donc déjà, merci beaucoup pour vos interventions. C'est vrai qu'à mon avis, on pourrait vous entendre et vous écouter et partager, je pense, tous tout au long de la nuit, autour, j'ai employé le mot, du problème qui se passe actuellement en Afrique. Et comme tu le dis, c'est vrai que l'Afrique est généralement très riche. Et voilà, et donc, du coup, ça pose quand même problème de voir effectivement le Niger, le Tchad, etc., effectivement, avec des villes où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a rien, alors qu'en fait l'uranium vient de là-bas, il y a ça, ainsi de suite, enfin, la liste est longue. Voilà, enfin, donc du coup, c'est le combat que nous menons, en tout cas à la CAP, pour la justice, pour vous rendre justice à vous, à vos familles et vis-à-vis de vos parents. Ensuite, tu as dit que tu interpellais donc du coup la Cour pénale internationale. Quel est ton point de vue? Parce que je sais que récemment, elle a été critiquée, notamment vis-à-vis la Cour pénale a été critiquée, de fait, par rapport au fait que généralement ce sont des présidents africains qui ont été condamnés et pas forcément les autres, alors que je pense qu'on a nous aussi notre responsabilité dans ce qui se passe en Afrique. Donc quel est ton point de vue vis-à-vis des instances internationales, que ce soit le TPI ou alors l'ONU, tout simplement? Est-ce que ce sont des forces qui peuvent aider en fait à la démocratisation, au développement dans des conditions réelles, vraies? Merci pour votre question. Cette question en fait est pertinente et
Et bon, on croit en la justice, on croit en la Cour pénale internationale. C'est vrai, beaucoup de gens critiquent cette Cour. On pense qu'elle n'est pas impartiale. Parce qu'il y a eu quelques. Par exemple, récemment, il y a eu le jugement de Mladic, de la Serbie, du massacre de Srebrenica. C'est les pays d'Europe de l'Est, c'est toujours des pays du Sud. Ensuite, il y a eu Laurent Gbagbo. Le massacre de Srebrenica, il y a eu 4000 musulmans ou tout ça qui a été assassiné. Mais entre-temps, il y avait l'ONU, les casques bleus étaient là. En présence de casques bleus, il y a eu une attitude de revanchard. Il y a un siècle, les Turcs il y a quelques siècles déjà, je pense que les Turcs nous ont massacrés ici. Et c'est l'heure de la vengeance a sonné, et puis il y a eu ce massacre-là. Et quelque part, il y a eu, les gens critiquent aussi un peu l'ONU, parce qu'il y a eu le génocide rwandais. Le génocide rwandais, il y a eu 1 million de morts. Et en présence, les gens sont allés se réfugier derrière le mur de l'ONU, parce que c'était le seul refuge qui restait. Et ils sont venus les massacrer là-bas, 4000 personnes en une journée. Devant les casques bleus, il y a eu 2 casques bleus aussi qui étaient tués. Donc, quelque part, et c'était entre-temps encore François Mitterrand qui était président de la France, Hubert Védrine, ministre des Affaires étrangères. Au départ, il disait que toujours c'était un problème entre cultivateurs et éleveurs et tout, pour que les médias ne savent pas. Après, il y a eu le président Clinton qui a pleuré quand il a vu vraiment les arbres, ce déchirement. Il y a eu 1 million de morts. Les gens ont été machetés à coups de machettes, décapités. Des femmes, des enfants, des femmes enceintes aussi. Donc, quelque part, on n'a pas. Moi, personnellement, je ne crois pas, je n'ai pas une confiance totale en cette Cour. Parce que, par exemple, prenons le cas du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo était socialiste, hein, c'est un historien, il était membre de l'Internationale socialiste, il a eu un grand soutien ici de ses amis français. Il a été élu par la voix des urnes. Ensuite, il y a eu Ouattara, le président Alassane Ouattara, qui est ami du président Sarkozy. Quand Sarkozy est arrivé au pouvoir, il voulait à tout prix le mettre au pouvoir. C'était son témoin de mariage, c'est lui qui a célébré son mariage à Neuilly. Ils ont une relation très particulière. Il y a aussi Bouygues et Bolloré qui sont derrière. Il y a beaucoup de choses. Donc la Cour pénale internationale se doit normalement d'être impartiale et de juger à juste titre. Il y a des pays qui ne sont pas signataires, même la France n'est pas signataire. Les États-Unis ne sont pas signataires. Le président George Bush, tout ce qui s'est passé en Irak, ils ont menti. Récemment, bien que Vladimir Poutine aussi, c'est un dictateur, il a dit que les États-Unis ont fait de fausses déclarations. Ils ont dit qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Et il n'y avait pas. Donc, c'est de fausses déclarations. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, les femmes et les enfants des innocents sont en train de mourir. Et en Syrie, il y a un dictateur qui s'est vu actuellement, Bachar al-Assad. Et puis, c'est les intérêts qui prennent. La Russie a une seule base à l'extérieur, c'est en Syrie. Elle ne veut pas perdre cet appui-là. Et en contrepartie, avec l'Occident, c'est l'Irak. Il y a des morts partout, mais Bachar al-Assad a été réélu récemment. Et personne n'en parle. Ni la Cour pénale, ni aucune justice. Des fois, pour raviver, on en parle, c'est pour avoir. C'est un moyen de pression. Par exemple, l'affaire du professeur Ibni, les organisations de défense des droits de l'homme luttent pour que justice soit faite. Mais la France, le gouvernement français, sa position, c'est en quelque sorte, il tire 200% le profit de cette affaire. À chaque fois quand le président Déby, des fois il refuse, hein, parce que Déby est devenu très fort. Il se croit vraiment comme le pharaon. Il a des moyens militaires, les pétrodollars, il a beaucoup d'argent, il s'est marié à 25 milliards de dollars récemment. Donc, pour faire pression sur lui, pour aller au Mali, on lui dit à l'affaire Ibni, on en parle quelque temps. Après, on dit on ne le reçoit pas ici tant que l'affaire Ibni ne soit pas résolue et tout. Après, il va directement au Mali pour aider. Après, on ne lui demande même pas. Il est reçu ici avec toutes les honneurs. Toutes les honneurs. Même son fils, qui a 25 ans, il a été nommé général et il a été décoré par le chef d'état-major de l'armée française à Djamena. Et ils l'ont nommé chef du contingent tchadien au Mali, alors qu'il n'a suivi aucune école militaire. Et on s'en fait récemment. Donc c'est pour vous dire que c'est devenu un moyen de pression. À chaque fois, il nous dit ça pour que Déby flanche sur sa position. Et il n'y a pas eu de réel, il n'y a pas de retombée réelle. Parce qu'au départ, il y a 2 ans, par exemple, le Parti socialiste
a demandé, Pierre Moscovici, François Cambadélis, tout ce monde a demandé. Nous avons été reçus par le président Sarkozy, nous avons été reçus au Quai d'Orsay par Bernard Kouchner, qui était même un ami de notre père. Mais la plupart, ils voulaient soudoyer, nous proposer, c'est-à-dire des biens, des appartements, des trucs. Tout ça, on a refusé catégoriquement. Nous avons juste demandé qu'on nous remette la dépouille de notre père pour qu'il ait une sépulture digne de son nom, pour qu'on fasse nos deuils dans l'honneur et la dignité, et puis ça reste là. Donc, je pense que quelque part, on n'a pas confiance en cette justice, mais la justice va trancher tôt ou tard. Très bien. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Merci beaucoup.